messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs histoires, leurs œuvres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, notre invité du jour s'appelle Monsieur Mbouze Momi, qui va, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais aujourd'hui c'est un tout autre titre. Il va nous parler de tout ce qui est science-fiction. Ben voilà, c'est parti. Bonjour Monsieur Mbouze Momi. Bonjour à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres. Toujours un plaisir. Ouais, Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui ça n'a rien à voir, avec les titres de la dernière fois. Là, on entre en plein, rien que la photo déjà le dit, voici Kemetos, le nouveau paradigme. Voilà, on voit déjà tout l'espace, vaisseau spatial, tout ça. Donc, avant d'en parler, Monsieur Mbouze, je vais, si vous le voulez bien, vous demander de vous présenter rapidement aux auditeurs. D'accord. Je m'appelle Mbouze Logwani Ataeni Komomi, né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Je vis actuellement en Belgique, papa de 3 enfants. Je suis passionné de lecture, passionné d'histoire, de futur, de l'Afrique. Je donne des cours d'histoire aussi pour enfants et adultes. Et je suis aussi entrepreneur de l'agro-business au pays. Voilà en gros qui je suis. Ah oui, super, vous faites beaucoup de choses. Ouh, ça se voit. Malgré ça, alors vous avez encore l'occasion d'écrire un récit comme celui-là, mais c'est tellement complexe. Et en plus, tous ces thèmes techniques, on passe en plein, mais vraiment dans tout ce qui est vaisseau spatial, aéronautique, tout ça. Je me suis dit, wow, dis donc, c'est vraiment... Vous avez passé du temps, vous avez vraiment vous nous informez. Voilà, vous nous informez. Non, parce qu'il fallait être crédible dans ce que j'ai écrit. Du coup, il fallait beaucoup me documenter, m'informer sur tout ce qui était du domaine scientifique futuriste. En tout cas, les innovations, les évolutions scientifiques et autres. Et de certaines technologies même qui ne sont pas encore. Et qui devraient arriver pour que le récit soit crédible. Parce que Kemetos, c'est quand même 6 livres. Là, sur les 6, j'en ai sorti encore plus 4. Je suis en train d'écrire le 5e. Donc voilà, il fallait que ça soit crédible. Quand on parle de futurisme, il faut être crédible et pas juste mettre des concepts futuristes. Il faut vraiment essayer d'aller dans certaines profondeurs pour qu'on sente vraiment que l'auteur écrit sur quelque chose qui peut exister ou qui va exister. Oui, exact. C'est l'impression, effectivement, c'est le sentiment qu'on a quand on le lit, effectivement. Alors, je vais donc vous demander de faire un bref résumé aux auditeurs afin qu'ils comprennent un petit peu dans quoi on va se lancer, de quoi on va parler. D'accord. Kemetos, c'est une saga de science-fiction d'anticipation. Je distingue les deux. Pourquoi? Parce que la science-fiction, ça consiste juste à parler d'un certain futurisme technologique, social et autres, alors que la science-fiction d'anticipation anticipe sur certaines évolutions sociétales, politiques, économiques et autres, environnementales, du monde dans lequel on vit et qui, quelque part, dessine ce qui pourrait arriver. Je prends pour exemple Jules Verne, par exemple, lorsqu'il parlait du voyage sur la Lune, on était encore début du XXe siècle, lorsqu'il parlait des sous-marins, on était encore début du XXe siècle. Donc, tout ça, en fait, comme Isaac Asimov, le père de la science-fiction, qui est un russe, qui parlait justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots. Là, on sent qu'on est vraiment en plein dedans. Donc, ce sont des concepts de gens visionnaires qui veulent prévenir, avertir, informer ou former les lecteurs ou la société sur ce qui va arriver dans le futur. Donc Kemetos, c'est un peu ça, la science-fiction d'anticipation. Sauf qu'avec Kemetos, je voulais parler de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que bien souvent dans les romans ou films de science-fiction que l'on voit au niveau du grand public, l'Afrique est toujours mise en marge ou carrément elle n'existe pas. Donc là, je voulais justement recentrer l'Afrique, un peu comme avec le concept de l'afrocentricité, mettre notre histoire, notre expérience d'Africain au centre des choses. Donc là, je voulais justement mettre l'Afrique au centre de son futur. Voilà pourquoi j'ai écrit Kemetos, qui est une saga en 6 livres. En gros, ça parle de quoi? Ça parle d'un monde où les deux blocs est-ouest du monde actuel, les grandes puissances, vont s'affronter et s'effondrer. Et du coup, ce qui va laisser à l'Afrique la possibilité de pouvoir s'émanciper, se développer, sans avoir la mainmise de qui que ce soit.
On le voit un peu se dessiner actuellement dans la confrontation autour de l'Ukraine entre l'Occident et la Russie et l'Asie. Donc en fait, c'est un peu ça que j'ai vu à l'avance, parce que c'était bien avant que la guerre en Ukraine ne commence que j'avais écrit Kemetos, où je mettais déjà en avant le fait que les pays de l'Ouest vont affronter les pays de l'Est, vont s'auto-annihiler, et ça va laisser un espace libre pour l'Afrique qui va pouvoir se recentrer sur elle-même et se développer. Et c'est dans ce contexte-là que les États-Unis d'Afrique vont pouvoir se développer, que toutes les populations afro-descendantes qui vivent un peu partout vont décider de se rattacher à l'entité État qui est les États-Unis d'Afrique. Et ainsi, on va voir cette entité politique qui va vraiment naître, la République des États-Unis d'Afrique, et qui va englober des peuples qui sont au sud des Amériques, des Antilles, en Amérique latine et ailleurs, en Asie, et se regrouper autour de cela. Mais du coup, il y a ce que j'appelle les conflits qui n'ont jamais été gérés, ou les problématiques qui ont été mises sous la table, qui vont ressurgir et ramener justement le conflit ou des problématiques que l'Afrique pensait avoir résolues. Et c'est ce que j'aborde dans le livre Kemetos, bien sûr, en mettant en avant aussi un certain idéal de la Renaissance africaine, en abordant par exemple l'importance des langues, parce que beaucoup de mes personnages parlent dans les langues africaines, en abordant le principe de circulation libre au niveau du continent africain, etc. etc. Effectivement. Les États-Unis d'Afrique, c'est ce que je vois apparaître là-dedans, mais derrière ça, effectivement, il y a déjà toutes ces batailles entre les humanoïdes, les extériens, les drakis, voilà. Ce qui concerne l'Afrique, je vois effectivement les langues. Vous arrivez, bon, il y a les traductions, heureusement, ça se comprend. Alors, dans le contexte du livre, il y a plein d'informations à décrypter. Si je crois bien comprendre, tout est traduit presque dans toutes les langues. À un moment, dans le Kavita One, Kavita Two, voilà, l'équipe qui va sauver le Kavita One qui avait disparu, tout ça. Alors, ils se demandent en disant, ils ont fait des programmations dans presque toutes les langues pour que le message arrive à être dispatché et être compris par tout le monde. Oui, j'ai lu ça et je me suis dit, c'est vrai que c'est beaucoup de travail derrière, mais est-ce que là, je vais un petit peu me faire juxtaposer avec ce qui se passe dans le monde réel actuellement. Parce que dans le livre, effectivement, les personnes du vaisseau, la personne dit qu'ils ont traduit les langues, différentes langues de l'Afrique, voilà, des régions du Nil, aussi bien l'Afrique centrale, afin que le message soit décrypté par tout le monde. Mais je me suis dit, ne serait-ce pas plus simple, effectivement, d'essayer de choisir 1, 2, 3 langues, voilà, pour que ça se comprenne, parce que c'est un gros travail, être traduit. Là, je rentre dans la réalité. Vous savez que en ce moment, ce qui se passe actuellement au Mali, le Mali a donc arrêté avec le français, ils ont dit terminé, et qu'ils vont instaurer le fait que toutes les langues au niveau du Mali soient parlées. Donc c'est un petit peu complexe. Je me suis dit, bon, si je vais dire, il n'y aura pas 1 ou 2 langues nationales, est-ce qu'il y a possibilité, vous, effectivement, à votre niveau, quand vous voyez ça, vous pensez que c'est vraiment c'est plus efficace de laisser, par exemple, un pays comme le Mali, on imagine, vous voyez, tous les dialectes qu'il y a, de laisser parler officiellement tous les dialectes, toutes les langues, ou plutôt choisir 1, 2, 3 qui peut être national. Disons que pour s'éviter des conflits internes, éviter des problématiques internes, c'est très important pour les peuples qui parlent leur langue d'avoir leurs enfants éduqués dans cette langue-là. Surtout l'éducation de base, donc c'est très important. Donc c'est dans cette optique-là, je pense qu'il faudrait redonner à certains ce qu'on appelle dialectes, qui sont des langues, leur place en tant que langue nationale. Le français n'est plus une langue officielle, mais elle reste quand même une langue de travail au Mali, mais elle n'est plus la langue officielle du Mali. Donc c'est juste ça la différence. Du coup, il faut redonner à certains peuples qui ont souvent le sentiment d'être écrasés. Par exemple, on va dire au Mali, on parle le Bambara. Mais est-ce qu'il n'y a que des Bambara au Mali? Non. Il y a d'autres peuples aussi qui se sentent négligés, et qui souvent, parce qu'ils se sentent négligés, vont souvent s'allier contre le pouvoir politique, en coopérant avec des djihadistes, etc. Alors que s'ils sont valorisés dans leur culture, parce que la culture, la langue c'est une part de la culture, s'ils se sentent valorisés par l'État,
ils vont se dire que nous avons un intérêt à rester accrochés à cet État qui nous donne les moyens financiers d'enseigner à nos enfants, ou peu importe, dans nos langues. C'est ça, au fait. Donc la langue, elle va être officialisée, mais elle va être très régionalisée. Je vais prendre par exemple l'exemple du Congo chez moi. Chez moi, on a 4 langues officielles. 4 langues officielles qui peuvent être utilisées au niveau local pour différents besoins. À l'époque, on avait carrément, à l'époque où c'était encore le Zaïre, on avait le journal télévisé qui passe dans les 4 langues nationales. C'était une manière de légitimer et de soutenir, de donner de l'importance à chaque groupe linguistique pour dire que votre langue est importante. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, si pas un siècle ou quelques, le lingala est devenu une langue majoritairement parlée en RDC. On n'allait pas imposer cette langue. La langue, elle s'est imposée d'elle-même à cause des gens qui faisaient du commerce depuis X siècles le long du fleuve Congo avec cette langue-là, mais aussi à cause des militaires qui ont été diffusés cette langue parce qu'ils sont majoritairement partis de la zone lingalophone. Mais ce n'est pas une langue que quelqu'un a dit un jour, désormais c'est le lingala que l'on parle. C'est une langue qui s'est imposée toute seule. Dans un pays comme le Mali, je pense qu'il faut laisser à toutes les langues leur chance d'être utilisées. Parce qu'une langue qui n'est plus utilisée, c'est une partie de la culture d'un peuple qui meurt. C'est une bonne chose de valoriser ces langues-là et de continuer à le faire, même s'il y en a beaucoup. Parce que ce n'est pas une question de tout le monde devra la parler. Non, c'est d'officialiser son utilisation pour ceux pour qui cette langue est importante. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Du coup, comme c'est parti, de toute façon, c'est une bonne chose, effectivement, hein, de se réapproprier les langues africaines parce que c'est quand même la base, c'est la souche de la personnalité des Africains et des futures générations. Donc, ça, effectivement, c'est très, très important. Alors, dans les guerres ici, éclairez-nous un peu. Qui sont les humanoïdes? Qui sont les extériens? Qui sont les Jackie? Pourquoi ils se combattent? Là, vous demandez de trahir... Oui, sans dire les secrets qu'il y a, voilà. Hein? Parce que quand même, c'est ça le but. Il faut lire le livre parce qu'il y a un secret derrière. Voilà, il faut savoir... Ok. Donc, ce que je peux dire, je vais essayer de ne pas trahir l'histoire du livre. C'est que dans tous les mythes et légendes, il y a ce concept de peuple venu d'ailleurs. C'est pas seulement des mythes et légendes qu'on retrouve chez les Aztèques, les Mayas, les Incas. En Afrique aussi, on a ça. On a par exemple chez les Congo ce qu'on appelle les Bena Zulu, c'est-à-dire ceux qui viennent, Zulu, le ciel, Bena, descendants de ceux qui viennent du ciel. Donc ce sont des mythes et légendes où certains peuples disent avoir reçu quelque chose de personnes, de peuples venus des étoiles, venus du ciel. Et il est souvent fait référence à Sirius. Du coup, partant de cette légende-là, je me suis dit, l'Afrique a toute légitimité, en tout cas moi en tant qu'Africain, j'ai toute légitimité en tant qu'auteur de me dire, je peux écrire un livre de science-fiction en exploitant des thématiques de population extra ou exoterrestre sans devoir donner l'impression que j'essaie de plagier les Américains ou je ne sais pas qui, parce qu'on retrouve ça communément dans tous les peuples de la Terre, ces légendes-là. Chez les Aztèques, en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. En Europe, peut-être un peu moins. En Asie, en Inde, on retrouve vraiment toute une mythologie bien documentée sur des batailles célestes. Donc je me suis dit, je ne vais pas sur ce domaine-là laisser l'Afrique à nouveau de côté, parce que ce ne sont pas des mythes et légendes que je suis allé prendre ailleurs. Je suis allé les prendre chez nous-mêmes en Afrique et je veux les exploiter comme tels. Du coup, les Drakis, ce sont plutôt les exotériens. Donc, en rapport avec la légende, ils viennent d'ailleurs. Les humanoïdes, ce sont les mélanges des deux. Ce sont des peuples qui vont être fabriqués génétiquement comme des humains pour permettre aux exotériens d'avoir une main mise sur la terre, les richesses, les peuples, parce qu'il y a une histoire de guerre, de vengeance, de conquête. Ça, on le découvre dans Kemetos. Et bien sûr, après, il y a les humains, les terriens qui, eux, sont les habitants de la terre, etc. C'est ça. Donc, c'est un petit peu exprès que vous avez choisi les lieux Kigali, Addis Abeba, Soudan, tout ça. Oui, non. Là, je voulais vraiment montrer que Kemetos concerne toute l'Afrique
et que l'action se passe partout en Afrique pour que tout Africain qui lirait Kemetos se sente quelque part valorisé en se disant « Ah, il y a ma langue, ah, il y a des personnages qui ont mon nom, qui ont mon origine, ah, on parle de ma ville, on parle de mon pays ». Parce que je voulais vraiment donner cet aspect de panafricain, si je puis dire. Par exemple, dans Kemetos, le livre 1, si vous l'avez lu, vous allez voir que la première action se déroule à Haïti. Haïti. Pourquoi? Parce que j'ai fait référence à Haïti, première république noire. Et je voulais rendre hommage à ce pays-là. Je me suis dit, le livre Kemetos doit s'ouvrir avec un événement important qui ouvre quelque part à l'Afrique, qui est en rapport avec le pays qui a ouvert à l'Afrique sur le chemin de la modernité politique. Donc c'est Haïti qui est devenue la première république noire. Du coup, je me suis dit, je vais commencer avec Haïti comme un clin d'œil. Ouais, c'est quand même la base de la révolte, effectivement, Haïti, effectivement. Ah, alors, je suppose que Kemetos a une signification. Comme vous pouvez le deviner. Là, à nouveau, en fait, dans ma manière d'écrire, j'aime toujours faire référence à des choses qui sont importantes pour ce que l'aîné, le défunt Kalala Motunde disait, les humanités classiques africaines. J'aime toujours rendre hommage à ces personnes-là, à des concepts, à des choses qui nous sont propres. Kemetos, c'est simplement Kemet, auquel j'ai rajouté un élément à la fin pour le rendre un peu science-fiction, en fait. Bon, c'est à chaque fois. En fait, je dirais même qu'il y a des choses qu'on lit dans Kemetos, mais auxquelles on ne fait pas attention. Si vous regardez bien, il y a des dates, il y a des codes numériques, des codifications, des trucs comme ça, des noms qui sont toujours en rapport avec quelque chose qui ont à voir avec notre culture, notre passé, notre histoire, notre présent même. Tout à fait. Le navire, le vaisseau Sundiata Keita, Kunta Kinte, oui, pour ça, rien à dire. J'ai vraiment mis beaucoup de toute la symbolique qui m'était acquise déjà, que je connaissais. Je me suis dit, je dois le mettre. Au fait, c'est pas vraiment pour moi, pour nous que je le mets, c'est pour les générations futures qui, dans 15, 20, 30, 40 ans, vont lire Kemetos et se rendre compte que cette chose-là dont il a parlé est en rapport avec notre histoire. Alors la personne qui a lu ça va se dire, je vais aller m'informer sur qui était Sundiata Keita. C'est ce genre de référence que j'aime mettre pour que ceux qui lisent les fictions sachent qu'il y a toujours une part d'histoire derrière. Et ainsi, ils vont partir d'un livre de fiction pour aller voir des livres d'histoire et de science. Écoutez, comme vous l'avez dit, tout est tellement précis, hein. Ça fait penser à ces films Voyage dans l'espace. En plus, tout est mis, les rapports comme ça, il y en a plusieurs. C'est tellement bien fait, c'est crédible, je veux dire. Vraiment crédible. Oui. Rapport, expertise médicale, voilà, tout ça. En gros, je me suis dit, vous avez décidé de les mettre, en fait. Expliquez-nous un peu, vous avez décidé de les mettre. C'est vrai, c'était pour rendre crédible le récit. Mais... Oui, j'ai décidé de les mettre pour justement éviter certains endroits de trop longs passages écrits de dialogue. J'ai préféré mettre ça pour résumer parfois une scène, une circonstance, afin que les gens sachent que, ok, il a parlé d'une action bien précise, il s'est arrêté, et puis il y a un rapport. Donc, le rapport explique ce que l'on est censé savoir sur la suite qui viendra peut-être dans 10, 15 ou 20 pages. Et c'est surtout pour donner cet aspect documenté, en fait. J'aime beaucoup ce côté documenté, de mettre des rapports qui donnent l'impression que c'est quelque chose de crédible. Et voilà. Oui, ça l'est, hein. Ça l'est, effectivement. On a l'impression de tomber sur un rapport de la CIA qui donne tout. Oui, très crédible. Alors, pouvez-vous nous éclairer un petit peu ou nous dire un peu plus sur le personnage de Narmer Tefera? Narmer. Là aussi, je pense que le nom dit ce qu'il dit. Et je voulais justement faire référence parce que, comme je l'ai dit, il faut que les gens puissent s'interroger sur qui est Narmer.
et même sur les autres, comment dire, les autres manières de l'appeler, parce qu'il n'y avait pas que Narmer, il y avait Ness, il y a Mimi, etc. Donc c'est tout ça, donc ça renvoie à nouveau à quelque chose d'historique. Et là, bon, là c'est un peu dans le secret de l'histoire du livre, parce que Narmer, Tefera, il est, on va dire, le commandant. Il a le rôle central. Voilà, le rôle central au niveau de la sécurité intérieure de la Fédération des États-Unis d'Afrique. Mais à côté de cela, il a aussi une fonction officieuse qui renvoie à quelque chose d'un peu plus mystique, on va dire, ou ésotérique. Donc, ce sont des gens qui sont membres d'une société secrète dont le rôle est de protéger le cœur de l'idéal même de la doctrine des États-Unis d'Afrique. C'est ça, exact. C'est vraiment, écoutez, c'est bien dit, c'est futuriste, on le lit parce que ça nous ramène quand même à l'année 2218. Dans 3 siècles. Oui, notre siècle, hein, à l'avance. Ouais. Bon, on croise les doigts, on s'est dit, on espère que l'Afrique aura atteint ce niveau. C'est bien d'avoir imaginé ça. D'où vous est venue l'inspiration? Mon inspiration, on va dire que c'est quoi? C'est qu'après avoir écrit les chroniques de l'Empire de tout, je me suis dit, j'ai abordé la thématique du passé. J'ai interrogé notre passé en posant par exemple la question, qu'est-ce que nous serions si nous n'avions pas été vaincus militairement? La réponse m'arrive avec les chroniques de l'Empire de tout, par rapport à son histoire. Et bon, le présent étant ce qu'il est, je ne peux pas forcément... J'ai d'autres livres sur le présent, mais bon, qui ne sont pas encore publiés, sur d'autres histoires. Mais je voulais vraiment écrire sur les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de ce concept d'unité, de renaissance, mais je voulais quelque chose qui puisse nous permettre de visualiser et de nous projeter dans l'avenir. D'où ma référence à Isaac Asimov, à Jules Verne et à d'autres auteurs de science-fiction de l'époque qui ont été dans l'anticipation de ce qui pourra arriver dans le futur. Alors je me suis dit, je vais essayer de mâcher le travail aux prochaines générations. Parce que beaucoup de mes aînés, Théophile Obenga et d'autres dont j'oublie les noms, ont écrit sur les États-Unis d'Afrique. Comment ça pourrait fonctionner au niveau social, politique et autres. Là, je me suis dit, Momi, essaye de simplifier les informations et de mettre de la fiction autour qui permettent aux gens de pouvoir s'y accrocher, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient même faire des films de science-fiction africaine, mais qui n'ont pas de compte. Donc je me suis dit, base-toi sur ce que les aînés ont écrit, base-toi sur comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, comment est-ce que l'Afrique est en train d'évoluer, et fais rêver les gens. Parce que dans 1, 2 ou 3 générations, il y aura sûrement des jeunes Africains ou Afro-descendants qui auront les moyens de réaliser des films de science-fiction, mais qui se diront que on veut un film qui nous ressemble, qui parle de nous. Et du coup, ils sauront qu'ils ont Kemetos. Parce que je dis toujours aux gens qu'aujourd'hui, on a The Game of Thrones. C'est parce qu'un jour, en 1947, quelqu'un écrit La communauté de l'anneau, Tolkien. Il l'a écrit. Il n'y avait pas forcément de grand succès. Les premiers lecteurs ont été des étudiants dans les campus américains dans les années 60. Tolkien est mort en 78-78. Et le succès n'est arrivé qu'en 2001 avec la sortie du film. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 2 générations qui se sont écoulées. Et un jour, un certain Peter Jackson a acheté les droits, fait le film. Et depuis, le genre littéraire a explosé. Bien sûr, oui. Mais le truc, c'est que Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et le reste, aussi magnifiques soient ses œuvres, elles parlent d'une population bien précise, européenne, caucasienne, eurocentrée, avec eux en rôle central. L'Africain, quand on voit ce qui se passe au Mali, au Guinée, il veut se recentrer sur lui, mais il doit pouvoir rêver et faire rêver ses enfants et les prochaines générations. Mais ça, il ne peut pas le faire avec des films, des romans, des bandes dessinées, des dessins animés qui parlent d'autres personnes. Quand je vois sur Netflix, par exemple, qu'il y a de plus en plus de dessins animés africains qui mettent la culture, les valeurs africaines en avant, je me dis, c'est déjà une bonne étape, mais on doit essayer d'aller beaucoup plus loin et de parler de notre futur. Parce que jusque-là, il n'y a quasiment aucun film de science-fiction ou roman de science-fiction de grande envergure, surtout côté francophone, qui parle de comment est-ce qu'on pourrait se développer, comment est-ce qu'on pourrait développer l'Afrique dans le futur. C'est ça. De toute façon, il faut toujours une vision pour pouvoir avancer. Il faut toujours une vision. Ce que j'aime aussi dans le livre, c'est vrai, c'est futuriste, c'est science-fiction. Comme vous dites, vous le précisez bien, science-fiction d'anticipation. On retient quand même ces notions qui sont très, très, très importantes pour le développement de chaque être humain, la conscience, la prise de conscience, fonctionner avec son intuition, tout ça. Et là, en page 244,
parlant justement des vaisseaux, ils sont dans effectivement ces combats d'Anisa. À un moment, il parle de voix intérieures. Des voix intérieures, c'est ce qu'on appelle la conscience, la vibration cosmique. Voilà, qui lie les générations, qui, comme la mémoire dans les gènes, transmettent des messages. Et le tien, tu le connais. Alors, l'Anissa agit en conséquence. Voilà, ils lui disent, focalise-toi sur ce qu'est ta mission. Chacun d'entre nous a sa mission. Et ton fils n'y fait pas exception. La cause est trop intéressante pour laisser nos égoïsmes personnels l'entraver. Bon, ça, ils le liront, hein, ils comprendront ce que je veux dire en lisant le livre. Pourquoi on adresse ce message à Danissa. Hein? Oui. Mais ce qu'on retient effectivement, c'est ce lien que vous faites, la conscience. C'est très important, notre conscience. Prendre conscience des choses. La vibration cosmique également. Hein? Et que chacun de nous, on a une mission sur Terre. Et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle on dit l'union fait la force, c'est-à-dire toutes les forces réunies. Quelqu'un ne peut pas tout seul tout faire. Voilà. Tout à fait. C'est toutes ces forces réunies qui effectivement peuvent faire les choses. Donc ce genre de réflexion dans le livre, vous en donnez plusieurs et j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant. Oui. Alors, à un moment, c'est aussi un autre, mais ça c'est la langue africaine. Hein. C'est toujours Danisa qui a une expérience. Donc en page 144, je veux demander, elle donne un mot, c'est en africain. Je vous le demande parce que je n'ai pas vu que c'était traduit. Alors, page 44, elle a frôlé la mort d'Anissa. Hein. Elle a frôlé la mort. On lui pose la question, bon, elle dit qu'elle ne veut pas en parler. Elle dit, bon, écoutez, tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que la mort nous révèle à quel point être en vie est une chose importante, est une chance. Hein. Alors, il faut vivre cette vie à fond. Elle dit, c'est la vie qu'on m'avait arrachée et qu'il a plu à Amana de me rendre. Non, à Imana. Elle dit, c'est Imana qui lui a rendu la vie. Oui, Imana, c'est quelle langue Imana, c'est notre appellation de ce que l'on pourrait appeler Dieu. Ah, d'accord. Ouais, c'est surtout au niveau du Rwanda, Burundi, peut-être Kenya, Tanzanie, Ouganda et est de la RDC, plutôt dans la zone swahiliphone. Imana, c'est vraiment en rapport avec l'entité Dieu, en fait. D'accord. Ok. Vraiment très, très intéressant. Mais maintenant, dans tous les Kemetos, parce qu'il y a plusieurs titres, est-ce qu'il y a une connexion dans tous où on peut les lire indépendamment? Non, il y a une connexion, c'est vraiment une suite. Hein. Le premier, c'est fortification, parce que justement, je parlais de la forteresse militaire qui est Haïti, qui va connaître une brèche. Deuxième, c'est la loi ou la conscience. Donc, les militaires qui sont intervenus pour sauver la situation vont se retrouver dans un rapport de conscience parce qu'on se dit, est-ce que l'on doit faire la mission secrète qu'on nous envoie de faire au risque de commettre des crimes? Ou alors, on se dit, on a une conscience, on doit pas se rebeller, mais remettre en question le fonctionnement de l'État. Trois, c'était l'ennemi intérieur. Là, j'ai parlé justement, parce qu'à chaque fois qu'un livre se termine, j'embraye un peu sur la suite. Par exemple, à la fin du 1, je parlais de la notion de ces militaires vont se retrouver dans un problème de cas de conscience, et c'est ce qu'il y a eu dans le tome 2. À la fin du tome 2, ils se retrouvent dans un cas où ils comprennent que le problème est d'abord à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Dans le tome 3, qui est l'ennemi intérieur, donc on aborde la problématique des ennemis intérieurs, et là, on comprend que l'ennemi intérieur, donc les humanoïdes, trouvent leurs racines par rapport à des entités extérieures ou des choses qui se passent à l'extérieur de la Terre. Et c'est là qu'on va passer au tome 4, qui est au cœur de l'inconnu, parce que on n'avait pas vocation, parce que là j'avais parlé avec un aîné à moi, qui s'appelle Narmer aussi d'ailleurs, de la librairie Taméry à Paris, parce qu'en écrivant Kemeto, je me suis dit, est-ce que je dois simplement parler de voyage spatial comme tout le monde le fait, ou bien il y a quelque chose de précis avec notre concept de sortie de la Terre. L'aîné m'a dit que l'Afrique est notre terre-mère. Avant de chercher à aller ailleurs pour s'y établir, enfin quoi que ce soit, nous avons pour obligation de prendre soin de cette terre sacrée, cette terre divine, où la nature, Dieu, Imana, tout ce que vous voulez nous ont mis. Donc,
c'est là notre intérêt principal. Nous n'avons pas de vocation à aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà sur Terre, à moins que nous n'ayons plus rien sur Terre. Et du coup, c'est grâce à ce conseil-là que je me suis dit, non, mais tu n'iras pas directement au tome 1 dans l'espace. J'ai dû attendre petit à petit, vraiment mettre en place les raisons et l'argumentaire qui va pousser mes personnages à devoir sortir. En tout cas, il y a 2-3 événements qui justifient cette sortie qu'on voit dans le livre 4, au cœur de l'inconnu. Et dans le livre 5, justement, ils sont dans l'inconnu. Ils affrontent cet inconnu, mais tout en sachant que dans le livre 5, je parle déjà de ce qui va se passer dans le tome 6, c'est-à-dire quasiment la fin de la saga, mais cette fois-ci sur Terre. Du coup, ils vont être obligés de revenir sur Terre. En tout cas, ceux qui étaient partis vont trouver dans l'inconnu les réponses qui vont leur dire, les gars, vous devez retourner sur Terre parce que c'est là-bas que ça se passe. Et ça va être dans le livre 6 où ça va être, je ne dirais pas l'Armageddon, mais la bataille finale sur Terre, en sachant que Kemeto, c'est 7 livres en fait. Mais je me suis dit que je ne peux pas aller aussi loin dans le temps. Donc je vais m'arrêter au livre 6. Je vais mettre assez d'éléments pour permettre à la prochaine génération, par exemple celle de ma fille aînée ou d'autres, d'écrire le livre 7. Parce que c'est beaucoup trop loin dans le temps. Kemetos, les 6 livres-là, c'est dans 3 siècles, on va dire, enfin 3e siècle. Et le livre 7, c'est au 24e siècle. Donc je me suis dit, je ne peux pas aller aussi loin. Ça demande trop d'efforts intellectuels. Je me suis dit, je vais poser les bases avec les 6 premiers, et le 7e livre, je vais mettre les idées principales, mais je n'écrirai pas le 7e livre. D'accord. Oh là là, ben écoutez, c'est beaucoup hein, déjà, hein, 6 livres, avec tout ce qu'il y a dedans, toutes les informations que vous donnez, ça nous laisse une certaine vision déjà du futur de l'Afrique. Et ce qui est assez, je ne dirais pas, ça tombe vraiment bien, on sent effectivement que vous avez une vision, parce que moi en lisant ça, j'ai vraiment fait le lien avec ce qui se passe actuellement en Afrique. Hein. Exact. Il y a un réveil, voilà, oui. Hein? Exact. Et parce que dans Kemeto, je ne parle pas seulement du côté science-fiction guerre, si vous avez bien remarqué, je parle aussi du côté social, au fait. Les relations entre les gens, entre les peuples, la manière dont, par exemple, une femme militaire va à Dakar faire son marché, acheter du poisson, des choses simples comme ça de la vie de tous les jours dont j'essaye de parler pour montrer que le futur, c'est pas juste la technologie, mais il y aura quand même quelque chose d'immuable, c'est-à-dire les relations humaines. Malgré toute la technologie qu'on veut mettre autour, les relations humaines ne vont pas changer de manière extraordinaire. Il y aura des choses simples de la vie de tous les jours qui vont rester pareilles. Une femme qui va faire son marché, un papa qui va jouer au foot, au ballon avec son enfant, etc. etc. Mais c'est super. Bon, écoutez, là, on a assez dit, hein, c'est vraiment au lecteur d'aller prendre le livre, découvrir et lisez-le. Je sais que vous faites des livres enfants également. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est au fait les chroniques de l'Empire tout. J'ai à la base sorti cette trilogie en version adulte, en version intégrale, mais j'avais de plus en plus de demandes de personnes qui voulaient ce livre pour un public plus jeune. Donc, du coup, j'ai adapté le livre. On est passé d'un livre de 400 pages à un livre de 100, 150 pages. Je l'ai simplifié vraiment au maximum pour un public entre 10 et au-delà qui aime lire des romans. D'accord. Et le livre est illustré ou pas? Non, il n'est pas illustré parce que bon, c'est un roman, donc c'est pas d'illustration, mais dans les projets futurs à partir de l'année prochaine, j'ai des projets d'adaptation en film d'animation et en bande dessinée aussi. D'accord. Ok, ben super. Ben, je vous laisse dire le mot de la fin aux auditeurs, aux personnes qui nous regardent. Pourquoi devraient-ils lire ce livre? Voilà. Ok. Pourquoi lire Kemetos? Parce que l'Africain a besoin de rêver de son futur par lui-même. Il a besoin de s'imaginer être au centre de son futur, d'un récit futuriste. L'Africain a besoin de savoir que l'Afrique actuelle ne sera pas l'Afrique de demain et que tôt ou tard, on devra créer la Renaissance, l'Union, le Sematawi 2.0, comme Narmer l'avait fait. Mais cette fois-ci, en unissant toutes les terres, tous les territoires où se trouvent des peuples africains et afrodescendants. C'est ce que j'appelle le Sematawi 2.0. Donc c'est ça l'Afrique du futur. Ça partira du continent africain, mais ça ne se fera pas seulement sur le continent africain. On voit déjà ce besoin d'Afrique au niveau des peuples afrodescendants de la Caraïbe, des États-Unis et ailleurs.
mais c'est maintenant le lien politique qui manque. Ce qui manque, c'est le lien politique, parce que le lien historique, le lien culturel, le lien philosophique, voire spirituel, il y a déjà. Ce qui nous manque, c'est vraiment le lien politique qui permet de donner cette dimension réelle de ce qui pourrait arriver entre les populations en Afrique, les populations de la Caraïbe et ailleurs, pour dire qu'il est possible de nous unir au-delà du simple lien historique et génétique qu'il y a entre eux. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça, hein, on revient au même, à la même affirmation que une fois que les peuples auront compris ça, les peuples voilà, noirs auront compris effectivement qu'il faut s'unir. Et c'est comme ça qu'effectivement on pourra avancer, parce que le combat est le même, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes, voilà, où toutes ces populations noires sont réunies, le combat est le même. Donc il faut effectivement sortir de ça. En tout cas, vraiment, c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Surtout, les idées véhiculées là-dedans sont très, très, très importantes pour nous, pour les jeunes. Voilà, la jeunesse africaine a vraiment besoin de lire ce genre de livres. Je vois. C'est vraiment... Maintenant, alors vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se les procure, ou se procurer tous les livres de M. Mbouzé? On peut se les procurer en les commandant à la librairie Taméry à Paris. On peut se les procurer sur Amazon aussi et sur la plateforme de vente en ligne jolo.com. TJOL2O.com. D'accord, nous mettrons le lien en dessous de la vidéo, hein, pour les auditeurs qui nous regardent. Voilà, donc écoutez, c'est toujours un plaisir, hein, vraiment un plaisir de vous recevoir, de vous écouter, d'être édifié effectivement par tout ce que vous écrivez. Et puis bon courage à vous, continuez, parce que franchement c'est une bonne chose, ça éclaire, ça éveille les consciences, ce genre de livre. Merci. Voilà. Merci. Et surtout, comme je vous le disais, comme par hasard, on le lit et puis des choses sont en train de se passer, donc forcément on fait le lien. Tout à fait. Entre l'Ukraine, le Mali, le Niger, la Guinée, il y a des choses qui se disent Momi, peut-être que tu es un prophète. Vous êtes un visionnaire, tout à fait. Vous êtes un prophète. Hein. Faites attention quand vous appelle pas bientôt prophète Momi. Je vais faire attention. Quoique non, pourquoi faire attention? Vous l'êtes, si vous l'êtes, vous l'êtes. Hein. Peut-être vous le découvrez, voilà, vous découvrez prophète. Vous voyez? C'est dire, non mais c'est franchement dire, quand l'inspiration vient, vous écrivez des choses, sur le coup vous-même vous ne vous en rendez peut-être pas compte, c'est à long terme avec recul, vous vous dites oh là là mais j'avais écrit ça, c'est que quelque part cette inspiration vous venait comme ça, on ne sait pas, vous savez les messages qui viennent de l'au-delà se transmettent comment, mais c'est ça, vous écrivez un livre comme ça et puis vous-même vous vous rendez compte que dis donc, mais j'avais écrit ça, j'étais inspirée, comme si quelque chose me guidait à écrire ça. Exactement. C'est ça. C'est exactement. C'est ça. Ouais. Ben écoutez, tout le plaisir est pour nous, vraiment, merci. Encore merci. On se dit à très bientôt parce que vous n'avez pas fini d'écrire, hein, et tant que vous écrirez, on ne vous lâchera pas. Je suis encore là, oui, je suis encore là. D'accord. Ben merci à vous, hein. On se dit à très bientôt. Merci, Aksanti Sana. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Monsieur Mbouzé Moumi par rapport à ses œuvres, son livre Kémétos, je ne dirais pas son livre, ses livres Kémétos, parce qu'il en a plusieurs. Pour l'instant, on est au tome 5, je crois qu'il est en train d'écrire le tome 6. Vous le verrez, allez voir sa bibliographie, il vous a indiqué les endroits où vous pouvez le trouver, notamment la librairie Taméry à Paris. Lisez ses œuvres parce que vraiment elles sont très informatives, c'est vraiment important, surtout que c'est une idéologie sur le nouvel imaginaire africain. Le nouvel imaginaire africain. C'est donc une science-fiction d'anticipation. Il conseille effectivement de commencer par le tome 1 parce que il sait pourquoi il les aligne comme ça en commençant par le tome 1. Lisez-les et vous verrez vraiment que c'est ça, ce sont des œuvres d'anticipation. C'est à lire. Voilà mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, commencez par vous abonner, subscribe, commentez, mettez le pouce et partagez. On se dit à très bientôt.